À la une de ce journal, une troisième cérémonie annuelle de remise de diplômes initiée par l'école des affaires La Salomon Bessalim Business School. 86 apprenants ont reçu leur certificat, faisant d'eux des entrepreneurs bien formés. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, était l'invité spécial du CESEC. Il a été question pour lui de mettre en lumière le système de commercialisation des produits vivriers de la Côte d'Ivoire. Comment et pourquoi investir dans la culture du champignon? Au cours d'un séminaire de formation, l'Association des myciculteurs de Côte d'Ivoire a démontré les enjeux de l'investissement. Nous y reviendrons. Et les membres du Lions Club International se sont rendus à Adzopé, les bras chargés de fournitures scolaires, de matériel de nettoyage et d'assainissement. On en sait davantage dans ce journal. Je vous souhaite la bienvenue, madame, monsieur. Merci de suivre le journal sur Business 24 Africa. L'école des affaires de la Salomon Bessalim Business School a organisé sa troisième cérémonie annuelle de remise de diplôme à ses étudiants le samedi 12 octobre dernier. Ce sont au total 86 apprenants qui ont reçu leur certificat de fin de formation de cette école, dont la mission principale est de former les femmes et les hommes pour en faire des entrepreneurs. Une cérémonie qui a permis au parrain Fabrice Sawignon, PDG de Life Group, de partager son expérience avec le public. Pierre Tebeu et Valentin Kra ont capté pour nous les temps forts de cette cérémonie. Suivons. Oui, je suis né le 12 juin 1959, donc j'ai 65 ans. Et comme le disait notre parrain tout à l'heure, toute occasion est bonne, il faut la saisir. À 65 ans bien révolus, Cécile Maison a décidé d'intégrer la Salomon Bessalim Business School pour réaliser son rêve d'entreprendre. Et cette école lui a donné cette opportunité. Pendant 9 mois, elle et les 85 autres apprenants issus des différents campus de l'école ont reçu des notions en entrepreneuriat et ont été accompagnés dans la deuxième partie dans leurs projets personnels. Aujourd'hui, avant leur sortie de l'école, ils gèrent tous chacun un ou plusieurs projets. Ce 12 octobre 2024, ils ont reçu leur certificat de fin de formation sanctionnant 6 mois de théorie et 3 mois d'accompagnement de la SBBS, des mains du parrain et des officiels de la cérémonie. Déjà, le module qui m'a le plus marqué, c'est le premier module, le cadre de vision. Parce que là, on commence déjà avec la mentalité. On change la mentalité, notre manière de voir les choses. On change avant de nous donner maintenant la formation. Donc, c'est le module qui m'a le plus marqué parce que ça a permis d'ouvrir vraiment mon esprit sur le monde des affaires. Pourquoi cette formation, de façon personnelle, m'a apporté beaucoup. Après cette formation, j'ai pu lancer une structure de formation, expertise, qui forme dans le domaine des IT. Je vais justement mettre en place toute une série de mécanismes permettant de pouvoir valoriser cette formation. Le parrain de la promotion et le promoteur de la SBBS, qui partagent la même vision de l'entrepreneuriat, ont salué une promotion courageuse et résiliente. Moi, ça a été un moment important d'échange avec les personnes diplômées. Au-delà, je dirais, des compétences éducationnelles qu'ils ont acquises ici, j'ai souhaité vraiment mettre l'accent sur les valeurs qui sont le point culminant pour la formation des hommes et puis surtout aussi mon expérience en tant qu'entrepreneur. Tous ces étudiants qu'on a aujourd'hui, à qui on a donné des diplômes, ont vraiment travaillé dur durant les 6 mois de cours en salle et surtout durant les 3 mois où ils ont travaillé avec nos experts. C'est des gens qui sont déjà bien avancés dans la mise en œuvre de leurs projets et nous, ça nous satisfait parce que de plus en plus, on se rend compte que les gens qui reçoivent notre formation arrivent à implémenter et surtout ceux qui étaient déjà en activité arrivent à mieux organiser leur activité. Fabrice Sawignon, promoteur et chef d'entreprise bien connu, a partagé son expérience et sa vision avec les récipiendaires au cours de cette cérémonie. Également, Léon Tremblay, premier conseiller à l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, a partagé l'expérience de la Suisse dans l'entrepreneuriat.
Le marché des produits vivriers en Côte d'Ivoire, ses enjeux et défis. Tel est le thème des échanges dans le cadre de la deuxième session ordinaire du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, une initiative dirigée par le docteur Eugène Akaolé. L'invité spécial de cette session était Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le ministre a mis en lumière, entre autres, le système de commercialisation des produits vivriers, un secteur clé pour l'économie ivoirienne. Zénab Dosso et Maru Seri pour plus de précisions. Le système de commercialisation des produits vivriers, la gestion de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les mécanismes de distribution. Ce sont entre autres les sujets qui ont meublé les échanges dans le cadre des auditions d'experts initiées par le CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie. C'était lui, l'invité spécial de ce rendez-vous. Face au président du CESEC et les conseillers économiques, le ministre s'est prononcé sur les défis du secteur et les actions entreprises par l'État de Côte d'Ivoire dans le but de créer un écosystème du vivrier inclusif. Des échanges au cours desquels les conseillers économiques ont posé des questions afin d'approfondir leur compréhension. C'était des échanges qui nous ont permis également de tenir compte des suggestions, des préoccupations qui ont été évoquées par les conseillers, voilà, à l'effet de nous rendre en tout cas plus efficaces et plus efficients dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement concernant cette thématique qui est importante et qui nous permettra à terme de pouvoir atteindre la souveraineté alimentaire. Les Ivoiriens puissent accéder à des produits à bas prix. Cette conférence intervient suite à une visite sur le terrain réalisée le 26 septembre 2024 par le CESEC au marché du vivrier. Cette initiative démontre l'intérêt de l'institution pour un secteur qui joue un rôle déterminant dans la souveraineté alimentaire du pays. On parle de vivrier, mais au-delà, il faut savoir que c'est la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire qui nous intéressent. Et donc, dans ces conditions, après avoir visité le marché du vivrier, il nous revenait d'aller également avoir cette rencontre, cette édition de l'expert que constitue le ministre du Commerce et de l'Industrie, afin d'avoir tous les éclairages nécessaires. La première conférence de cette session s'est déroulée le 12 septembre 2024 avec pour invité le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Conan. L'Association des myciculteurs de Côte d'Ivoire a initié le samedi dernier un séminaire de formation sur l'investissement dans la culture du champignon. Comment et pourquoi investir dans la culture du champignon? Tel était le thème de ce séminaire, dont l'objectif était de démontrer que l'investissement dans le champignon est sûr et rentable. Un séminaire qui a aussi permis de lancer le festival de champignons comestibles thérapeutiques Festico, prévu en novembre 2024 à Treichville. Voyons tout cela avec Konena Norgo. Rassemblés en ce samedi 12 octobre à l'université méthodiste, ces personnes sont venues se former sur l'investissement dans la culture du champignon. Un séminaire organisé par l'Association des myciculteurs de Côte d'Ivoire afin de lever le voile sur les opportunités de la filière. Le champignon en Côte d'Ivoire est une réalité. Il faut dire que depuis 2017, nous sommes dans la culture du champignon. Et après 2021, on a commencé à faire la promotion de la culture du champignon. Aujourd'hui, avec le marché qui est croissant et nos différentes expériences dans la vie, le marché qui nous absorbe, on a décidé de pouvoir faire un séminaire gratuit pour avoir plusieurs producteurs de champignons. En plus de se faire de l'argent, investir dans la culture du champignon équivaut à une contribution au bien-être des consommateurs, car le champignon a des vertus thérapeutiques selon les spécialistes. Parce que la santé par les plantes, la santé par des nutriments comme les champignons, elle est très importante. Il faut absolument qu'on sorte de tout ce qui est chimique, de tout ce qui peut détruire le fonctionnement du corps humain qui est une entité extraordinaire. Et ces formations de l'AMICI commencent à porter ses fruits. Bon, il faut dire la culture du champignon, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que
En Côte d'Ivoire, nous consommons déjà le champignon. Et lorsqu'on a reçu la formation de culture des champignons, il faut dire qu'on a été, par rapport à notre association d'abord, on essaie d'encourager les femmes à adhérer à ce projet. Toujours dans sa mission de promouvoir la culture du champignon, l'association des myciculteurs organisera en novembre 2024 le Festico, Festival de champignons comestibles thérapeutiques. Oui, Festico, c'est le festival des champignons comestibles et thérapeutiques que nous voulons mettre en place. Aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals qui se font, mais le champignon aussi doit avoir son festival parce que le champignon est un élément de tout ce qu'on peut en penser. Le champignon est très bon. Malgré le million de consommateurs en Côte d'Ivoire, le marché du champignon reste moins fourni en production, selon la MICI. L'objectif de l'association est donc d'atteindre 1000 tonnes produites par semaine. Allez, ouvrons un chapitre santé dans cette édition. Le 5e congrès africain conjoint du diabète et d'endocrinologie s'est tenu récemment à Abidjan. Le thème central était la gestion rationnelle du diabète, des maladies endocriniennes et non transmissibles en Afrique dans le contexte de la couverture maladie universelle. La rencontre a rassemblé des acteurs nationaux et internationaux autour des solutions proposées face à la proportion alarmante que prend ces maladies en Afrique. Commentaire. Le diabète, c'est une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie. Il est avéré si la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 1,26 g par litre. Au 5e congrès africain conjoint du diabète et d'endocrinologie, les têtes pensantes du monde sur la lutte contre cette maladie et les maladies endocriniennes et non transmissibles se sont retrouvées à Abidjan 3 jours durant pour faire le point sur ces pathologies. À la manœuvre, la Société africaine d'endocrinologie et l'African Diabetes Congress. Au cours de ce congrès auquel prennent part des étudiants d'Afrique en spécialité, les causes, les conséquences, les problèmes liés à la prise en charge, les avancées sur ces maladies seront abordées en vue de proposer des solutions. Pour le professeur Abodo Diako, président du comité d'organisation, le choix d'Abidjan pour abriter cet événement est une reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire pour son leadership à travers le succès d'un programme de déconcentration accélérée de la gestion du diabète et des maladies non transmissibles. We are very happy with member association with Africa. We have strategy go to through some region, and we long time was not in Africa, but we are very happy with this, and look what is problem, what we can do, how IDF in global, and this is very important for us because IDF it's member association. Je suis là en tant que représentante de la Fédération internationale du diabète. Il y a plusieurs associations qui représentent la fédération et nous sommes là pour soutenir ces différentes associations-là. Nous sommes là pour travailler main dans la main pour soutenir les différentes associations d'Afrique en tant que membre de la Fédération internationale du diabète. Et aujourd'hui, nous commençons donc le début du congrès qui va durer 3 jours pour étudier toutes ces pathologies-là. Et puis pourquoi pas faire le point sur le consensus de prise en charge des spécificités du diabète telles que les complications liées au pied, les complications cardiovasculaires et d'autres aspects, notamment de santé mentale et autres, pour le bien non seulement des populations mais aussi pour la formation des médecins en spécialité dans le domaine de l'endocrinologie. Des ateliers, des conférences et des travaux en session se sont tenus avec comme sous-thème la santé digitale et éducation, la formation et recherche, les défis liés aux maladies émergentes et réémergences dans le contexte du réchauffement climatique. Le 26 octobre prochain, plus de 20 000 infirmiers et infirmières iront aux urnes en vue de désigner le nouveau dirigeant du Conseil national de l'Ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Parmi les candidats en lice figure Maka Gabin qui se dit prêt à faire de cette profession une référence nationale et internationale et ce au regard de sa riche expérience au service de sa communauté. Quels sont ses projets pour la profession d'infirmier en Côte d'Ivoire? Je vous propose d'écouter un extrait de sa déclaration comptant pour la campagne électorale. La Team RAID, entendez, rigueur, engagement et dynamisme
dont j'ai la lourde responsabilité d'assurer la tête de liste, s'engage à vos côtés à disséminer, au premier point, le code de déontologie, une fois voté et promulgué. Nous allons créer une unité de contrôle et de vérification des infirmiers sur le territoire national pour garantir le respect des normes et des standards de la profession. Le 6e engagement que nous prenons, c'est de construire un siège pour l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire sur un espace plus grand. Nous rêvons d'avoir un espace de 3 hectares avec un centre de formation continue. Nous allons mettre en place ou mettre en œuvre la création d'un mécanisme de 10 cités infirmières dans 10 grandes villes de la Côte d'Ivoire. Le 12e point, le 12e engagement, c'est de mettre en place, d'œuvrer à la mise en place d'un institut supérieur des sciences de la santé. Chers collègues, l'avenir de notre profession est entre vos mains, est entre nos mains. Ensemble, nous pouvons façonner un ordre des infirmiers fort, respecté et tourné vers l'avenir. À présent, direction Adzopé pour ouvrir une parenthèse action sociale. Et ce sont les membres du Lions Club International, association de bienfaisance en Côte d'Ivoire, qui ont célébré le lionisme. Partis dans cette ville située à environ 103 km d'Abidjan, ils s'y sont rendus les bras chargés de fournitures scolaires, de matériel de nettoyage et d'assainissement, de repas, mais aussi avec des médecins pour dépister du diabète les populations d'Adzopé. Retour sur les temps forts de cette célébration. Une marée aux couleurs jaune et bleu à Adzopé, ville située à environ 103 km d'Abidjan. Eux, ce sont les membres du Lions Club International, notamment des clubs de Côte d'Ivoire, regroupés dans les régions 31, 33 et 35, qui se sont rendus à Adzopé pour célébrer avec les populations de cette ville la journée du service Lion. Au menu de cette journée, toutes les causes majeures du lionisme, notamment la lutte contre la faim, le cancer infantile, la lutte pour la sauvegarde de l'environnement, la vue et surtout le diabète, avec à la clé un dépistage gratuit pour les populations. Sous la conduite de Michel Bois, premier vice-gouverneur du district 403A2 du Lions Club International, les Lions ont exécuté des sensibilisations sur le diabète et les autres causes de l'association. Les bras chargés, ils ont procédé à des dons de matériel médical, des kits scolaires à plus de 200 enfants démunis, des repas et également du matériel pour le nettoyage et l'assainissement de la ville. Nos 5 causes majeures, la faim, l'environnement, le cancer infantile, le diabète, la vue, ont été réunis dans cette activité auquel nous avons même ajouté la lutte contre le paludisme, la lutte contre la drépanocytose, donc plusieurs causes. Et il faut savoir que l'impact est grand. Je dirais que l'impact est énorme vu que nous avons communiqué sur une grande radio locale qui est la radio Tchoyasse et dans les communautés même de base. Et donc nous pensons que l'impact correspondrait à l'étendue de la population de la ville d'Adzopé. La journée internationale du lionisme est cette journée qui permet à tout le monde entier de savoir que le Lions Club existe. Mais à partir du moment où vous savez que nous existons, il faut aussi savoir qu'est-ce que nous faisons. Cette année, nous avons décidé tous de converger dans la ville d'Adzopé, de montrer à cette population qu'il y a un club service qui existe, qu'on appelle le Lions Club. Qu'est-ce que nous faisons? C'est aller vers nos communautés les plus défavorisées. Essayer ne serait-ce que leur donner le sourire pendant une journée, c'est quelque chose de très agréable. Alors cette année, nous sommes venus à Adzopé, les bras chargés, de présents, pour des œuvres de service. Et au-delà de cela, nous faisons tout ce qui est dépistage du diabète, des maladies oculaires. Nous faisons du dépistage de beaucoup de choses. L'acte est salué par les autorités, notamment les représentants du préfet, du maire et la présidente de l'ONG Okmon, à l'origine des remises de kits scolaires aux enfants démunis de la ville et villages environnants d'Adzopé.
Je saisis l'occasion pour adresser les félicitations et manifester l'entière satisfaction de Monsieur le Préfet, particulièrement au président de région de Lions Club de Côte d'Ivoire. Plutôt qu'allumer une bougie que de maudire l'obscurité, les Lions ont passé une journée à donner espoir et le sourire aux parents et aux enfants d'Adzopé qui ont clôturé cette journée dans la ferveur. La nouvelle présidente élue pour la mandature 2025 de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, Myriam Soumaoro Touré, prépare déjà le terrain pour ses actions. Elle a animé un point de presse ce vendredi 11 octobre à Abidjan pour présenter ses projets et les grandes lignes de ses actions futures à la tête de cette organisation. La 5e femme présidente de l'histoire de l'organisation de la JCI Côte d'Ivoire appelle tous ses membres à l'union et à l'unité pour une élection apaisée en Côte d'Ivoire en 2025. Je vous propose de suivre un extrait de ses propos recueillis par nos reporters. Immense joie et un profond sentiment de responsabilité que je vous accueille aujourd'hui en tant que présidente nouvellement élue de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire pour le mandat 2025. Votre présence ici témoigne de l'engagement et de la préparation que chacun d'entre vous apporte à notre organisation. Nous avons plusieurs actions à relever, notamment le renforcement de la cohésion sociale en organisant des ateliers réunissant jeunes et anciens pour échanger sur des problématiques communes, favorisant ainsi la compréhension mutuelle et le partage d'expériences. La mise en place d'initiatives communautaires comme des campagnes de nettoyage, de collecte de fonds pour des œuvres sociales ou des programmes de mentorat pour les jeunes entrepreneurs. Le lancement de campagnes sur la sensibilisation sur l'importance du vote, la citoyenneté active et le respect des valeurs démocratiques. Également la formation des membres de la Jeune Chambre internationale pour agir en tant qu'observateurs indépendants lors des élections, garantissant ainsi la transparence et la légitimité du processus électoral. Organisation des sessions de formation sur le leadership, la gestion des projets, la prise de parole en public, visant à développer la compétence des membres. En conclusion, ces projets et initiatives ne sont que le début d'un engagement collectif pour renforcer notre impact et notre unité au sein de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Je vous invite tous à participer activement et à apporter vos idées pour faire avancer notre mission. Au chapitre religion, les membres du corps croyant chrétien ont annoncé le samedi dernier au cours d'une conférence de presse le lancement du Festival international chrétien sacré de la musique plurielle. Ce festival vise à sensibiliser les chrétiens à la sanctification afin de se préparer à l'avènement du Christ. Le reportage est signé Sandrine Kwame et Ezekiel Siri. Les chantres nationaux et internationaux se donnent rendez-vous en septembre 2025 pour le Festival international chrétien sacré de la musique plurielle. Une rencontre qui sera animée par des concerts de chantres chrétiens et de panels sur l'importance de la sanctification. Objectif, créer un cadre convivial de partage pour rappeler aux chrétiens de se préparer à l'avènement de Jésus-Christ par la sanctification. C'est un festival qui va réunir, en fait, voyez un peu l'enlèvement. Ce n'est pas que ce que Jésus a dit là, il ne peut pas le faire demain. Mais il donne la possibilité à ce que chacun de nous, on puisse mettre notre vie en règle avec lui. Et donc l'enlèvement de l'Église qui vient se fera que par la louange et par l'adoration. D'où le mandat qui nous est donné à réunir le monde entier dans quelques endroits que ce soit, pour qu'à une période, on puisse glorifier son nom et élever son nom. 3 endroits sont en vue pour ce festival, dont le parc d'exposition d'Abidjan, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ainsi que le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.
L'actualité, c'est aussi le sport. Le samedi 12 octobre dernier, la commune de Yopougon a vibré au rythme des arts martiaux avec la cérémonie de regroupement des Wadoka organisée par la Fédération Wado Academy Côte d'Ivoire. Cet événement a été l'occasion pour les athlètes de se réunir et d'évaluer leurs performances, mettant en avant leurs acquis et compétences techniques dans cette discipline sportive. Michel Brou et Richard Akiki pour plus de détails. Ce sont une centaine de Wadoka de 3 ans à plus de 50 ans présentes à cette journée de regroupement de la Fédération Wado Academy Côte d'Ivoire. Dans un élan de performance, le programme de la journée était riche en activités, offrant aux participants des clubs venus de Yamoussoukro, Bouaké, Katiola et Tabo des démonstrations au plaisir des spectateurs. Les Wadoka vêtus dans leur kimono traditionnel ont prouvé leur maîtrise des techniques de karaté, des katas et combats. Les démonstrations ont permis aux participants de recevoir des conseils constructifs pour améliorer leur technique. Ces performances ont illustré non seulement le talent des athlètes, mais aussi le travail acharné et la détermination qu'ils consacrent à leur entraînement. Le président de la FEWACI est revenu sur l'importance de tels regroupements pour le développement de cet art martial en Côte d'Ivoire. C'est un regroupement. Et pourquoi ce regroupement? Nous venons donc des congés scolaires. Et beaucoup d'athlètes étaient donc en congé scolaire. Il va donc faire ce regroupement-là pour essayer d'évaluer les prérequis des athlètes. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un certain nombre d'élèves qui sont venus nombreux pour participer à ce regroupement. Nous allons profiter pour ce regroupement pour revenir sur les prérequis et voir, ce sont les enfants, ils ont oublié plein de choses. Donc il faut donc revenir sur les fondamentaux pour que juste à fin octobre, nous puissions faire un championnat. Les échanges entre les athlètes et entraîneurs face aux parents d'élèves ont été enrichissants, favorisant une ambiance de partage. C'est plus important pour la femme de pouvoir se défendre. Donc le karaté Wado nous permet de se défendre et puis aussi nous permet de garder la forme, nous permet de rester en bonne santé. Après 3 séances, vraiment je vois qu'il y a beaucoup de changements parce qu'au-delà même du sport, l'enfant développe un autre esprit en fait. Dès qu'il est arrivé, il a essayé de me faire le point sur le coup, comme si après même le sport, il y a un côté éducatif qui est là en fait. Il m'expliquait la différence entre le taekwondo chinois et le taekwondo. Vraiment, j'ai aimé ce côté-là. La Fédération Wado Academy Côte d'Ivoire a été créée en 1996 et enseigne le Wado Ryu, un style de karaté rapide et efficace qui comprend de nombreuses positions différentes pour éviter une attaque. Allez, on applaudit. Intéressons-nous à présent à l'actualité à l'intérieur du pays. Du 3 au 5 octobre 2024, l'Université Polytechnique de Mans a vibré au rythme des Journées d'Excellence, une célébration dédiée à la reconnaissance des performances académiques exceptionnelles. Cet événement prestigieux a été l'occasion de récompenser 19 professeurs, dont un professeur titulaire et 269 étudiants qui ont fait preuve d'un engagement remarquable au cours de l'année académique. Théodore Kanga. L'atmosphère durant ces 3 jours était à la fois festive et solennelle, témoignant de la fierté que l'université ressent pour ses membres. Koulibaly Lassina, président de l'université, a ouvert les festivités en soulignant l'importance de cette célébration et l'impact positif qu'il a sur la motivation des étudiants et des enseignants. La joie se lisait sur les visages de ces 269 étudiants diplômés en licence, master et ingénierie. C'est un véritable soulagement et puis c'est une fierté aussi d'être arrivé là, surtout que l'université de moi est reconnue pour être très sélective et assez difficile. Donc être arrivé jusqu'au bout, c'est vraiment une fierté en tant qu'étudiante. Le président de l'institution a mis en avant les valeurs d'excellence à l'Université Polytechnique de Mans. Partenaires et autorités administratives ont salué la performance de l'institution polytechnique. D'abord présenter nos diplômés à la nation ou aux industriels et faire une communication qui permet de dire et de démontrer que nous avons construit des êtres humains qui ont un savoir-être et qui ont un savoir-faire et un savoir-faire faire. Je pense que depuis 2 ans, vous avez vu que nous commençons par montrer leur appréhension et leur adhésion à tout ce que nous avons comme symbolique de l'État. Vous savez que la ressource la plus importante pour un pays comme le nôtre, c'est la ressource humaine.
Nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir l'Université polytechnique de Mans. Nous sommes venus pour réaffirmer notre disponibilité à financer des projets de recherche articulés autour des besoins et attentes de cette région de l'Ouest chère à notre pays. Les professeurs promis au grade de maître de conférence et professeurs titulaires ont également été honorés lors de cette cérémonie émouvante où ils ont reçu leur toge, symbole de leur engagement et expertise. Nous terminons ce journal en images. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé une enveloppe de dons de 34,8 millions de dollars pour renforcer la résilience et l'adaptation au risque de catastrophes climatiques des communautés vulnérables au Malawi et au Zimbabwe. Dans le cadre du projet, le versement d'indemnités d'assurance fournira une protection financière opportune et adéquate pour atténuer les pertes subies à la suite de catastrophes liées au climat, préservant ainsi les ménages de la pauvreté et les entreprises de la faillite. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.